Bonjour, cette vidéo est la deuxième partie du témoignage que j'ai souhaité partager au sujet de mon aménorrhée et de mon anorexie ainsi que de mes TCA. Si vous n'avez pas regardé la première vidéo, je vous recommande fortement d'aller la regarder avant de regarder celle-ci. Pour rappel, j'ai décidé de parler à cœur ouvert de ces sujets qui font partie de mon passé pour plusieurs raisons. Autant pour essayer à mon échelle de participer à briser les tabous qui concernent les troubles du comportement alimentaire ainsi que les déséquilibres hormonaux. Pour, je l'espère de tout mon cœur, pouvoir peut-être aider, rassurer, inspirer d'autres qui sont concernés de près ou de loin par les mêmes thématiques. Ceci étant dit, même si je me suis décidée à partager mon histoire, je ne désire pas m'étendre infiniment sur ces sujets. Ce témoignage symbolise pour moi une sorte d'amorce dans mon rôle présent et futur pour militer sur ces sujets qu'on retrouve fréquemment dans notre société. Cette vidéo sera donc très probablement la deuxième et la dernière concernant mon cheminement. La première vidéo a été longue, celle-ci le sera sans doute davantage et j'espère vraiment de tout mon cœur qu'à travers cette vidéo je pourrai répondre à absolument toutes les questions que vous pourrez vous poser concernant mon histoire, comment je m'en suis sortie, voilà les détails de mon parcours, etc. En préparant cette vidéo, je me suis demandé si je devais tout dire ou si je devais éviter de mentionner certaines choses. Je pense notamment aux fameux chiffres tabous, kilos, calories, etc., etc. On pourrait débattre sur la question et être divisé sur deux positions. La première, c'est que se focaliser ou mentionner les chiffres ne fait que finalement donner de l'importance à ces chiffres, chiffres qui ne sont pas la cause de la maladie. La maigreur physique liée souvent à l'anorexie mentale n'est pas le cœur du problème, n'est pas le cœur de la maladie. A l'inverse, ne pas les dire serait entretenir un certain tabou autour de ces thématiques. Pour ma part, j'ai donc choisi d'exprimer le plus de choses possible pour plusieurs raisons. La première, c'est pour vraiment partager jusqu'au bout mon témoignage. Deuxième raison, ne pas entretenir le tabou. Si j'ai décidé de partager mon témoignage, c'est pour aller jusqu'au bout. Et trois, continuer à être transparente avec vous. Finalement, ce ne sont que des chiffres, hein. On n'est pas valorisé ou dévalorisé par ces fameux chiffres. Donc cette deuxième vidéo va se présenter sous forme de questions-réponses. J'ai imaginé des questions qui pourraient m'être posées et je vais y répondre tout simplement. On va commencer avec toute la partie liée à mon anorexie. Comment je suis devenue anorexique? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque malade atteinte d'anorexie est différente. Les raisons qui l'ont amené à tomber dans cette maladie sont différentes. Et en général, les raisons sont complexes, multiples et imbriquées les unes dans les autres. Ce qui fait de cette maladie une maladie qui est complexe, où on ne peut pas s'en sortir du jour au lendemain comme si on appuyait sur un bouton. Me concernant, avec l'aide de professionnels, donc de psychologues, j'ai pu comprendre et démêler les différentes sources qui m'ont amené à tomber malade. Et je sais qu'il y a également eu un élément déclencheur. Si vous voulez, c'est un petit peu comme si dans mon enfance et mon adolescence, j'avais accumulé un petit peu de poudre, beaucoup de poudre à canon, et vers mes 22 ans, il y a eu un élément déclencheur et paf, ça a éclaté. Bébé et enfant, j'ai toujours été potelée, j'ai toujours été ronde. À la naissance déjà, j'étais un beau bébé, je pesais 3,7 kg. Donc ça déjà, c'est un indice qui peut désigner le fait que ma constitution, c'est d'être bien en chair, c'est pas d'être fine, mince ou maigre, appelez ça comme vous voulez. Jusqu'à mes 15 ans, j'ai grandi à l'étranger, dans des pays magnifiques. J'ai vécu 3 années en Inde et 11 ans dans un pays du Moyen-Orient. Ce genre d'environnement social et culturel est extrêmement différent de l'environnement que l'on peut retrouver en France, peu importe la ville que l'on choisit en France. Là-bas, la norme, c'est d'être différent. Religion, origine ethnique, caractère, personnalité, tout est accepté. J'ai grandi dans un environnement étranger, mais au sein d'une communauté faite d'expatriés venant du monde entier. Donc vraiment la norme, c'était d'être différent. Et
Il y avait une ambiance qui était très ouverte, très respectueuse, bienveillante, chaleureuse. C'est très important de comprendre ça pour pouvoir comprendre ce que j'ai vécu ensuite dans mon cœur et dans ma tête. Je suis rentrée en France le 21 juin 1998 et je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Le retour a été très difficile. Ça a été une véritable claque sociologique, culturelle, environnementale, climatique, au niveau de la manière de penser, au niveau de la manière de vivre, en tout. Pour une personne hypersensible comme moi, ou pour toute personne, même quand on a 15 ans, qu'on n'est pas encore adulte et qu'on choisit pas ça a été difficile. Alors bien évidemment, hein, je vivais avec mes parents qui m'aimaient dans une jolie maison, dans une jolie région, etc. Mais ça a été très difficile pour moi. Et en arrivant, donc je suis arrivée en seconde au lycée, on m'a rapidement fait comprendre que j'étais différente, que ma manière de m'habiller n'était pas à la mode, et que même si j'étais française, sur mon passeport je suis française, mes origines sont françaises, je n'étais pas d'ici. On se moquait d'où je venais. Les gens se sont montrés toujours extrêmement xénophobes lorsque je mentionnais ce pays que j'aime et que j'ai aimé énormément. On me faisait également comprendre que mon corps était trop pour les normes de notre société. À l'époque, j'avais un IMC qui était médicalement dans la norme. Alors, comme je vous le disais avant, j'étais assez bien en chair, comme j'ai toujours été, mais médicalement, j'étais dans la norme. D'un point de vue des standards de la société, j'étais considérée comme grosse. J'avais même des camarades de classe qui me surnommaient Obélix. Alors, bien évidemment, c'était un surnom qui était pour rire, mais ça reste quand même, ça marque. Et on m'a dit plusieurs fois que j'étais grosse, des camarades de mon âge, des adultes. Et au bout d'un moment, même si moi je ne me sentais pas grosse, parce que je ne me suis jamais vue comme grosse et qu'on me l'a jamais eu dit avant mes 15 ans, quand on est jeune et qu'on nous dit ça une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 50 fois, on finit par le croire en fait. On se dit mais je sais pas, tout le monde me le dit, ados comme adultes, peut-être qu'ils ont raison en fait. Donc ça a également joué. Ça fait partie de la petite poudre à canon qui s'est insinuée dans le mécanisme qui éclatera un peu plus tard. Deuxième chose également que je n'ai pas du tout compris à l'époque, ma mère avait un rapport compliqué avec la nourriture, encore une fois que je ne voyais pas forcément. Je l'ai vue toute ma vie faire le yo-yo, faire un régime, reprendre du poids, faire un régime, reprendre du poids, etc. Vu que ce n'était pas pathologique et que il y a quand même pas mal de gens dans la société qui sont comme ça, on n'en parlait pas trop. Et elle non plus, elle en parlait pas, hein. Donc elle devait, j'imagine, en souffrir, mais elle ne l'exprimait pas. Et vu qu'elle a sans doute beaucoup souffert de ça, je pense qu'elle avait peur que moi-même je souffre de ça, vu qu'elle voyait sa fille un peu trop en chair par rapport aux normes de notre société. Et donc à mes 14 ans, elle m'a emmenée voir un nutritionniste, le premier, donc dans le pays oriental où on vivait alors, et ça a été mon premier régime. Je pense sincèrement que j'en avais pas besoin. Je pense qu'à l'époque, moi je faisais 1m60 et je devais peser, je sais plus, 58 kilos je dirais. Alors, j'avais un poids normal quoi. Et suite à ce premier régime, je crois que j'ai perdu 5 ou 6 kilos. Encore une fois, je suis plus trop sûre des chiffres. Et puis bien sûr, ce qui est arrivé arriva. Une fois qu'on restreint énormément une personne qui comprend pas d'ailleurs forcément pourquoi elle fait ce régime-là, une fois que le régime s'est arrêté, j'ai compensé. Encore une fois, tout ça, c'était un mécanisme qui n'était pas conscient, hein. Je ne me disais pas, ah allez, je vais beaucoup plus manger, etc. Ça s'est fait inconsciemment. Et donc, c'est comme ça que dès mes 14-15 ans, j'ai commencé les régimes et j'en ai fait beaucoup. Jusqu'au moment où je suis devenue anorexique, donc à mes 22 ans. J'ai essayé plein de régimes différents, dont le régime hyper protéiné en sachet qui est assez connu. Alors je n'en veux pas du tout à ma mère, je sais qu'elle m'aimait profondément et qu'elle pensait faire ça pour m'aider. C'est là que ça devient quelque chose d'un peu complexe, mais voilà, je lui en veux pas du tout. C'est un sujet complexe de société dont on pourrait parler pendant des heures. En 2002,
après avoir eu mon bac, je suis venue à Paris pour faire une licence d'anglais et j'ai fait la rencontre d'un garçon de mon âge dans ma classe. On a été en couple pendant un moment et puis j'ai vécu certaines choses, des choses que je sais anormales car il y a plusieurs dizaines de personnes qui ont été témoins dans mon ancienne fac et également des témoins qui ne faisaient pas partie de ma fac mais qui faisaient partie d'amis communs. J'ai gardé peu de souvenirs de ces choses. Mon cerveau a opéré une sorte de blackout de cette période. Je sais que nos cerveaux font en général ça lorsqu'il y a des choses qui sont vécues comme très violent émotionnellement ou psychologiquement parlant. Ce que je peux vous dire avec certitude par contre, c'est que ce garçon ne m'a fait subir aucune violence sexuelle ou physique. Ça a été purement psychologique, mais comme vous le savez sans doute aussi, ces formes de violence-là peuvent être autrement dévastatrices. J'ai parlé de cette période avec mon psychologue, mais je n'en ai jamais parlé avec les personnes témoins de cette période. Et au bout d'un an de ce que moi j'ai vécu comme une force de violence émotionnelle, j'utilise souvent le terme torture qui pour moi est le plus représentatif de ce que j'ai ressenti. J'ai entamé un énième régime, comme j'en avais fait tant dans le passé depuis 1997. Le début de cet énième régime, c'était le 25 janvier 2005 et celui-ci a dérapé dans une spirale de perte de poids où il y avait de la joie associée et une incapacité à m'arrêter même lorsque j'ai eu atteint le poids cible que j'avais dans ma tête. Combien de poids as-tu perdu et pris? Alors les fameux chiffres tabous dont je parlais, et donc pour les raisons évoquées dans l'introduction, j'ai choisi d'en dire le plus possible et donc je vais être transparente avec les chiffres. Et juste avant de vous parler poids et kilos, je voulais apporter quelques précisions. Donc, pour rappel, chaque corps est différent, une personne mesurant 1m70 et faisant X en termes de poids n'aura pas du tout la même ossature ou silhouette qu'une autre personne avec ces mêmes chiffres là. Donc pour ma part je mesure 1m60, j'ai une morphologie dite en poire, donc je suis très fine en haut et j'ai les hanches et les fesses et les cuisses très généreuses. Et ce depuis toujours, hein. Même quand j'étais en sous-poids, ma morphologie n'a pas changé. En Ayurveda, donc la médecine traditionnelle indienne, qui comme la naturopathie ou la médecine traditionnelle chinoise, s'appuie notamment sur ce qu'on appelle des constitutions, donc une forme d'empreinte de la personne que la personne a dès sa naissance. Ma constitution est Kapha, donc ça fait partie des personnes qui sont de constitution bien en chair, c'est leur norme à elles. Avant mon anorexie, donc avant janvier 2005, je faisais 66 kg. Le poids le plus bas que j'ai eu fait pendant mon anorexie a été de 40 kg. J'ai donc perdu 26 kg au total. Mon poids actuel est de 60 kg et je suis stable depuis bientôt 2 ans. Voilà. Est-ce que tu as déjà eu recours à des laxatifs? Alors j'ai eu une fois recours aux laxatifs au tout début, je pense que c'était au mois de février ou mars 2005 du coup. Je commençais à perdre du poids, mais je n'avais pas conscience que cet énième régime avait déjà dérapé. Et en fait j'ai eu des tels maux de ventre que j'ai cru mourir et que je n'ai plus jamais recommencé. Je me souviens que j'étais mais tellement, je suais à grosses gouttes etc. et j'allais tellement mal que j'avais appelé une amie et je lui ai dit écoute si t'as pas des nouvelles de moi dans les 2-3 heures, t'appelles les pompiers ou je sais pas quoi et tu leur demandes d'aller à mon adresse quoi. Est-ce que tu te faisais vomir? Est-ce que tu as été boulimique? Alors non, j'ai essayé de me faire vomir durant l'été 2005 mais je n'y suis pas parvenue et du coup je n'ai jamais eu recours à cela. Je pense que j'ai été vraiment très chanceuse de ne pas avoir réussi à vomir, sinon je sais pas comment aurait été la suite, mais ça aurait pu compliquer davantage ma maladie. Comment vivais-tu ton anorexie? Donc je l'ai mentionné précédemment, bien qu'il y ait des tendances dans les personnes anorexiques, tous vivent différemment cette maladie. Pour ma part, j'étais devenue une encyclopédie vivante en termes de calories. Je connaissais par cœur toutes les valeurs caloriques des aliments. Je pesais absolument
tout ce que je mangeais, même mes légumes. Je tenais un journal de calories, je tenais un journal de poids et je me pesais tous les jours, parfois plusieurs fois par jour. Au niveau social, j'ai coupé absolument tout lien. En l'espace d'environ 6-7 mois, petit à petit, j'ai réduit mes liens sociaux et pour finir, je n'avais plus aucun lien. Je ne parlais plus à personne. La maladie pour moi a été une manière de me protéger, de cesser de vivre cette violence sociale que je vivais depuis mon retour en France. Et ce qui a fait exploser mes limites, c'est cette relation avec ce garçon. De 1998 à 2005, je me suis complètement perdue avec moi-même. Je ne savais plus qui j'étais, ce que j'aimais, ce que je voulais. Il faut vraiment imaginer que jusqu'à mes 15 ans, on me laissait en fait être moi. On ne me jugeait pas. Il y avait vraiment un espace où je pouvais être moi. Et à partir de 1990, de mon retour en France, c'était toujours des réflexions et de subir une pression sociale en tout point par rapport à mon corps, par rapport à ma sensibilité, par rapport à ma gentillesse, par rapport à mon enfance orientale. C'était trop en fait, c'était beaucoup trop. Si je devais utiliser une métaphore, et c'est vraiment comme ça que moi je l'ai vécu, c'est comme si mon aspect émotionnel et social avait été brûlé à vif et qu'il y avait une irritation extrême. Et donc comme quand on est nous-mêmes brûlés à vif, on ne supporte pas le toucher de quoi que ce soit, même de la soie, même d'une matière très légère et très douce. C'est extrêmement douloureux. Et ben moi c'est exactement comme ça que j'ai ressenti la chose. Et à ce moment-là, mon inconscient n'a pas trouvé d'autre alternative que de couper tout ce qui pouvait être une potentielle source d'irritation. Je pense qu'une partie de moi-même avait besoin de se retrouver seule. Alors, je ne dis évidemment pas que c'était un réflexe sain. D'ailleurs, vous vous en doutez, je ne l'ai pas réfléchi, je ne l'ai pas choisi, mais mon inconscient a enclenché ce mécanisme. Quand et comment as-tu pris conscience que tu étais anorexique? J'ai mis un certain temps avant de comprendre qu'il y avait quelque chose qui avait dérapé dans ce fameux énième régime. J'ai d'ailleurs compris qu'il y avait un problème après que certains de mes proches l'avaient compris, donc avant moi. Lorsque j'ai commencé cet énième régime, j'avais un objectif en termes de poids dans ma tête, comme dans le cadre de beaucoup de régimes. Et lorsque je l'ai atteint, je me suis dit, allez, je vais encore en perdre 2-3, juste histoire d'avoir une marge de sécurité. Puis en juin 2005, je suis partie 2 ou 3 mois, je crois, au Canada, à Montréal, pour faire un job d'été, pour faire un stage d'été. J'étais hébergée chez des amis canadiens que mes parents avaient rencontrés lorsqu'on était expatriés. Et à la fin de cet été, environ une semaine avant que je doive rentrer en France, je me suis rendu compte que la perte de poids que j'ai eue durant ce séjour au Canada, cette perte de poids allait être visible pour mes parents, je pourrais pas la cacher. Ils ne m'avaient pas vue depuis 2 ou 3 mois et cette idée m'a affolée, comme si j'avais quelque chose à cacher et que je me rendais compte que je pourrais pas le cacher. Puis la pensée qu'il y a eu juste après, ça a été de me dire, en fait c'est pas grave, il suffit que tu recommences à manger un peu plus normalement, manger un peu plus pour arrêter de perdre. Et cette idée-là m'a énormément angoissée. Et c'est à ce moment précis, c'est au moment où j'ai ressenti une angoisse inouïe à l'idée de reprendre du poids, que j'ai compris que j'avais un problème. Donc je l'ai compris environ 8 mois après avoir commencé ce régime. Et à ce moment-là, j'avais perdu 18 kilos. Ce jour-là, le jour où j'ai pris conscience que j'avais un problème et que j'étais sans doute anorexique, même si j'avais pas vraiment, je crois, mis encore ce mot-là dessus, sur cette maladie, je me souviens avec précision que cette prise de conscience allait de pair avec le fait que j'avais un problème psychologique et que par conséquent la résolution de mon problème devait passer par le fait d'aborder la sphère psychologique. Qu'en gros la nourriture, le corps n'était que l'expression d'un mal plus profond, d'un déséquilibre, d'une dépression, d'une maladie, on peut mettre le mot que l'on veut dessus. Comment ont réagi tes proches? Alors c'est difficile de parler en leur nom, parce qu'il faudrait leur poser directement la question. Aussi je vais essayer de répondre du mieux possible en sachant que c'est vu et perçu via mon propre biais. Déjà l'anorexie et les troubles du comportement alimentaire restent très tabous et avec le recul, si j'essaye de regarder de l'extérieur,
ça peut faire peur. Ça peut faire peur parce que les autres, finalement, ils ne voient que notre enveloppe corporelle. Ils voient pas vraiment ce qui se passe dans notre tête. Et ils voient que notre enveloppe corporelle, en tout cas dans mon cas, a changé brutalement. Pour beaucoup, face à des troubles psychologiques, on se sent démuni. On ne sait pas comment aider la personne. Concernant mes parents et ma sœur, ils ont été désemparés. Ils ont été très présents, aimant, soutenant, parfois maladroit, mais toujours très aimant. Ça doit vraiment être affreux de voir sa fille, son fils ou sa sœur se faire mourir quelque part à petit feu. Étrangement, depuis, j'en ai peu parlé avec eux. Ma mère et ma sœur, car elles sont décédées au moment où je commençais à m'en sortir, elles ne m'ont jamais vue guérie, mais je crois dans le fait qu'elles le voient de là-haut et qu'elle continue à veiller sur moi. Mon papa, je lui en ai parlé à quelques reprises depuis. Il ne s'est jamais vraiment trop étendu sur le sujet. Il m'a dit qu'il s'était beaucoup renseigné avec ma mère sur des groupes de parole, des thérapies. Moi, en même temps, au moment des faits, j'étais majeure, donc il pouvait pas m'imposer quoi que ce soit non plus. Le reste de ma famille, mes oncles, ma tante, mes cousins et mes cousines, alors étrangement, je n'en ai jamais parlé avec eux. Pendant que j'étais malade, je suis quasiment certaine que mes parents, ma sœur leur en ont parlé, l'ont dit aux autres membres de ma famille, Mélanie elle va pas bien, elle a telle maladie, etc. etc. Mais comme c'est un sujet tabou de 1 et que de 2, et puis surtout même s'ils en avaient envie, peut-être qu'ils savaient pas non plus comment m'aider. Et depuis que je m'en suis sortie, on n'en a pas reparlé non plus. De mon côté, comme j'ai mentionné dans la première vidéo, j'ai vraiment aucun tabou maintenant de parler de cette période de ma vie avec mes proches, mes amis. Je pense que de leur côté, aujourd'hui, ils ne savent pas comment aborder le sujet, ou ils ne voient peut-être pas aussi non plus l'intérêt de l'aborder maintenant, vu que ça fait partie du passé, je sais pas trop. En tous les cas, tous les membres de ma famille ont toujours été également très prévenants et très respectueux. Leur attitude m'a vraiment énormément touchée et je pense quelque part qu'elle m'a aidée parce que je me suis sentie aimée même quand j'étais malade et je me suis pas sentie rejetée et ça je pense que déjà c'était beaucoup. Lors de repas de famille ou de réunions de famille qui riment souvent pour les personnes anorexiques avec un véritable calvaire, ils faisaient tout leur possible pour me traiter normalement. Je sais que j'ai eu vraiment beaucoup de chance à ce niveau-là d'avoir une famille aussi aimante et présente. Mes amis de fac, mes amis de lycée et mes amis d'enfance que j'ai connus au Moyen-Orient, j'ai coupé tout contact. Les quelques personnes avec lesquelles je parlais à cette époque, ce fut mes professeurs de BTS, ainsi que ma tutrice, parce que je faisais mon BTS en alternance. Sinon, pendant 2 ans, pendant 2 années entières, je n'ai parlé à personne. Je n'ai répondu à aucun email, à aucun appel, à aucun message, à une exception près. Alors l'exception, ça a été Gaëlle, ma meilleure amie, qui est toujours ma meilleure amie aujourd'hui. Gaëlle a été et est pour moi une personne extrêmement importante. Je l'ai connue lorsque j'étais à Paris durant ma fac d'anglais et elle a fait partie des personnes qui ont vu et qui ont compris que j'avais un problème avant que moi-même je n'en prenne conscience. Et lorsqu'elle a su que j'arrêtais mes études d'anglais à Paris et que je rentrais en Picardie, elle a essayé d'obtenir mon adresse email et elle m'a envoyé un mail. Elle a essayé de créer un lien avec moi sans que forcément je le comprenne comme ça à l'époque. Et on s'est écrit tous les jours ou quasiment tous les jours pendant 2 ans. Ça a été la seule personne avec qui je parlais. Et concernant mes autres amies que Gaëlle, j'ai renoué avec certaines de mes amies, une amie de lycée, une amie de fac et plusieurs de mes amies d'enfance du Moyen-Orient. Je me suis posé la question comment eux avaient vécu ce silence et je pense qu'ils étaient démunis comme peut-être certains membres de ma famille. Je pense que beaucoup auraient voulu m'aider, auraient voulu être là, mais c'est moi qui ai fermé la porte. Comment as-tu réussi à t'en sortir? Alors évidemment, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans essayer de répondre à cette question. Je l'ai déjà dit, mais je préfère le ressouligner parce que pour cette réponse, encore plus que pour les autres, c'est vraiment crucial de garder ça à l'esprit. Chaque personne atteinte d'anorexie ou du trouble du comportement alimentaire est différente. La réponse que je vais vous faire concernant comment moi je m'en suis sortie, c'est mon chemin, mon parcours. Peut-être que si d'autres personnes atteintes d'anorexie suivent exactement le même parcours, et c'est pas possible, peut-être que ça vous résoudra pas. Peut-être que ça vous aidera, et je l'espère de tout mon cœur, c'est pour ça notamment que je fais cette vidéo. Mais voilà, c'est pas une formule magique que je vais vous donner. J'aimerais tellement
tellement vous donner, avoir inventé une formule magique pour guérir toutes ces personnes concernées. Mais je me dis qu'au lieu de vous donner une baguette magique, je vais vous donner une petite potion qui peut-être vous aidera à aller un petit peu mieux. Alors j'estime que j'ai vécu 2 phases. Ma première phase de la guérison a été de réussir à me sortir de tout ce qui est calcul, chiffres, poids, calories et obsessions liées à tous ces chiffres. Et la deuxième phase, ça a été de retrouver un rapport fluide avec la nourriture et sain, harmonieux, en paix avec mon corps. Ces deux choses, ces deux facettes ne sont pas la même chose. Comme je le disais dans ma première vidéo, on peut avoir des problèmes de comportement liés avec la nourriture et ou notre corps sans être anorexique ou boulimique. Beaucoup de gens dans notre société souffrent d'ailleurs de ce rapport compliqué et pas forcément normal avec leur corps et ou la nourriture. C'est une souffrance qui est tout aussi importante, tout aussi valable et qui est beaucoup trop souvent sous-estimée. Alors me concernant, la première chose qui m'a aidée, ça a été d'écrire. Je vivais une telle souffrance, une telle détresse que je ressentais le besoin d'évacuer, de me décharger. Un petit peu comme Dumbledore avec sa pancine pour ceux qui ont lu Harry Potter. Alors j'ai commencé un blog, j'ai commencé mon premier blog. Car oui, mon premier blog n'a pas été le chaudron pastel. Mon premier blog a été un déversoir de souffrances, de mes souffrances. J'écrivais sous un pseudonyme et chaque jour j'écrivais un article. En haut, je mettais la date et mon poids. Ensuite, je listais ce que j'avais mangé au cours de la journée et à la fin, j'inscrivais le nombre total de calories de ce que j'avais ingéré dans la journée. Et parfois aussi j'y écrivais mes états d'âme, mes réflexions du jour. Écrire n'a rien résolu, mais ça m'a énormément aidé à me décharger. Et rien que ça, déjà, c'est beaucoup. Puis un jour, j'ai découvert un forum du doux nom de l'Envolée. Je ne me souviens plus vraiment comment j'ai connu ce forum. C'était un forum privé avec un très petit nombre de membres. Je pense qu'on devait être une petite vingtaine, peut-être 30, je ne sais plus trop. C'était un espace qui regroupait des femmes de tout âge et venant de tout pays francophone, des femmes souffrant de troubles du comportement alimentaire. La seule condition pour y rentrer, c'était de vouloir s'en sortir et de ne pas être dans une attitude de complaisance, parce qu'il existe d'autres forums de pro-ana, mais bon, je ne les ai jamais consultés. Ce forum a été ma première amorce pour essayer de recréer une forme de lien social, même si à l'époque je l'avais pas conscientisé comme ça. Je me sentais moins seule, je me sentais comprise également, et je voyais que parmi les personnes qui souffraient, il y avait des merveilleuses et des extraordinaires personnes. On s'encourageait et on s'entraidait énormément. Je crois que j'y suis restée pendant environ 1 an. Puis un jour, j'ai décidé d'arrêter d'y aller. J'ai décidé d'arrêter d'écrire. Le blog, le forum. Ça a été effrayant pour moi de cesser d'écrire et de cesser d'aller sur ce forum, mais ça a été également libérateur. Un petit peu comme si cette phase d'écriture et d'échange virtuel avait été un petit cocon, une petite chrysalide, et que j'en étais venue à un point où je finissais par briser cette chrysalide parce que j'en avais besoin, qu'elle était devenue trop petite. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté d'aller sur ce forum qui depuis, je le sais, a été supprimé. Toutes les jolies fées qui étaient s'étant envolées depuis vers des meilleures vies. Pour mon blog, avant de l'effacer et de le supprimer, j'ai imprimé tous les billets que j'ai conservé dans une boîte qui se trouve dans le grenier dans ma maison de famille. La deuxième chose qui a sans doute été la plus importante de toutes les choses pour m'aider à m'en sortir, même si toutes ont une certaine forme d'importance, ça a été de travailler sur moi avec un psychologue. L'été 2006 a marqué une étape cruciale dans mon propre cheminement. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ma réponse à la question quand et comment ai-je pris conscience que j'étais anorexique. Je mentionnais le fait que j'avais pris conscience que j'avais un problème psychologique. Et la réponse est là. J'ai toujours su que ma guérison passerait par un travail avec un psychologue. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ce que je m'apprête à vous dire est la chose la plus importante de cette vidéo. Si vous devez retenir une seule chose des 2 vidéos, c'est ce que je m'apprête à dire. Guérir des troubles du comportement alimentaire ou se sortir d'un lien compliqué avec la nourriture ne passe pas par la nourriture elle-même. Se focaliser sur l'alimentation, penser qu'une alimentation saine et ou personnalisée va nous guérir est la plus grande
illusion de laquelle on doit se défaire pour s'en sortir réellement. Un naturopathe, une diététicienne, une micronutritionniste, une coach ne résoudront pas ces problèmes. Ils peuvent nous accompagner bien évidemment en parallèle d'un travail avec un professionnel de la sphère psychologique et émotionnelle. L'été 2006, environ après 1 an et demi après que j'ai basculé dans cet enfer qui est l'anorexie, j'ai décidé de me lancer. J'ai essayé 4 psychologues différents avant de trouver la personne qui me convenait. Les 3 premiers psychologues que j'ai vus ne m'ont pas convenu. Et le 4e psychologue fut une révélation. En plus de m'aider à amorcer mon processus de guérison de l'anorexie, il m'a aidé à comprendre beaucoup de choses qui n'étaient pas en lien avec ma maladie, des choses sur moi-même. Il m'a aidé à comprendre ce que c'était que l'hypersensibilité, le fait d'être une personne intuitive, et il m'a fait comprendre que ces 2 traits de caractère pouvaient être des dons incroyables selon la manière dont je les utilisais. Jusqu'à présent, j'avais toujours perçu ça comme des faiblesses ou des choses dont j'avais un petit peu honte. Et c'est également cette personne-là, ce psychologue-là, qui m'a fait découvrir la naturopathie, alors que j'étais en train de m'interroger pour une 2e reconversion. Il m'a évoqué ce métier parmi d'autres. C'était le seul que je ne connaissais pas parmi ceux qui m'a cité, et j'ai fait quelques recherches et me voilà quelques années plus tard. Il m'a vraiment énormément appris, et encore une fois, au-delà de me sortir de la maladie. Ça a été tellement enrichissant de travailler avec ce thérapeute. Et au final, c'est ça, travailler avec un psychologue. Ça ne veut pas dire qu'on est fou ou qu'on est folle et qu'on est en cas désespéré et qu'on est bon à enfermer et que c'est un petit peu une chance de dernier recours. Travailler avec un psy, en fait, c'est apprendre sur soi, c'est apprendre sur le monde qui nous entoure, sur le lien qu'on a avec ce monde. Travailler avec un psy, c'est grandir un peu chaque jour qui passe. C'est tendre vers une meilleure version de soi-même, émotionnellement, psychologiquement, physiquement aussi du coup, par répercussion. Et c'est également déconstruire des schémas dans lesquels on peut être englué et qui ne nous appartiennent pas et qui nous desservent. Et c'est parfois très difficile de trouver sa thérapeute, la thérapeute, le thérapeute qui va nous convenir. Comme je vous l'ai mentionné, moi j'ai fait 4 essais différents avant de trouver celui qui m'a convenu. Et je connais une personne qui a dû faire 7 psychologues différents avant de trouver celle qui lui a convenu, la 7e étant la bonne. Et c'est quelque chose que je vois beaucoup et très souvent dans mes suivis en naturopathie. Il ne se passe pas une semaine sans que j'ai pas au moins un cas de la peur de travailler sur soi. Un naturopathe, quelque part, c'est un peu rassurant parce que ça fait plusieurs choses. Et bon, moi j'ai une spécialité en alimentation, donc souvent les personnes se disent allez, je vais passer par l'alimentation pour aller mieux, les bons super aliments, les bons aliments, et ça va aller mieux. Alors oui, ça peut vraiment aider énormément, et puis des fois, dans certains cas, ça suffit à résoudre, donc c'est génial. Mais dans certains autres cas, en fait, je remplace pas, et n'importe quel autre naturopathe ou diététicienne ou d'autres corps de métier que j'ai cités en lien avec l'alimentation ne peut pas en fait remplacer un travail avec un psychologue. Et cette peur de travailler sur soi, c'est également j'ai compris que c'était souvent une peur qui était liée à une peur de souffrir, de découvrir certaines choses, de déterrer certaines choses de l'inconscient, une peur entre guillemets de mettre de la lumière sur des choses qu'on a un petit peu cachées sous le tapis dans notre inconscient. C'est également lié à une certaine peur de changer soi, de changer certaines choses dans notre vie également. Et pour beaucoup aussi, toujours plus ou moins inconsciemment, parfois c'est risqué d'abandonner des blessures, des traumatismes, des déséquilibres qui ont été intégrés dans l'identité de la personne. Et quelque part, les enlever, c'est risquer de ne plus savoir qui on est. En fait, qui on est vraiment sans ces blessures, sans ces faiblesses, sont ces traits qu'on pense être des faiblesses, ou qui sont vraiment des faiblesses, peu importe. C'est un peu effrayant quelque part. Alors personnellement, travailler sur soi avec un psy, ça a été une des plus belles choses que j'ai pu m'offrir, et voici comment je visualise ce cheminement. Alors, on va imaginer sur l'axe des abscisses le temps, et sur l'axe des ordonnées, la capacité à être heureux ou le sentiment d'être heureux. Être mal dans sa peau, c'est le trait gris. Que ce soit dans notre vie personnelle, professionnelle, familiale ou amoureuse, voilà, le fait de ne pas se sentir très bien, on va dire que c'est matérialisé par le trait gris. Le trait rouge,
c'est la dépression. Quelque chose de plus lourd où on pourrait inclure l'anorexie ou la boulimie. Mais on va se concentrer sur ce fameux trait gris. On pourrait se dire que ce n'est pas si pire, voilà, c'est mieux que la dépression. On ne se sent pas si mal que ça en fin de compte. Beaucoup pensent que travailler sur soi, c'est ça, c'est sortir des pics de gris et plonger pour affronter ses démons, pour affronter des peurs, des choses qu'on a enfouies inconsciemment. Alors ça peut être douloureux et ça va paraître effrayant pour beaucoup. Pour moi, travailler sur soi, ça va être ça. On va aller un peu mieux. Alors oui, des fois, il peut y avoir des moments où on va basculer lors de prise de conscience ou de choses difficiles, mais on finit toujours par remonter et on va continuer. On va continuer. Il y aura encore des petits moments difficiles, mais on remonte, on remonte. Puis, progressivement, on progresse et on va finir par quitter la zone grise. Même si, encore une fois, il y a des moments qui peuvent être un peu plus difficiles. Bien sûr, travailler 1 an ou même 2 ans ou plus, ça ne nous garantit pas qu'on va replonger, qu'à un moment donné dans notre vie, on ne va pas replonger dans cette fameuse zone grise, mais on aura certainement acquis des outils avec notre psychologue qui peut nous aider à nous sortir seuls de ces fameuses potentielles zones grises. Et peut-être que dans le futur, on aura à nouveau besoin et recours à l'aide d'une ou d'un psychologue. Et c'est complètement ok en fait, il n'y a pas de problème, ça ne veut pas dire qu'on est faible ou quoi que ce soit. La troisième étape qui m'a aidé à m'en sortir, c'est de passer du combat à l'acceptation. Pendant les 5 voire 7 premières années, j'ai du mal à me souvenir quand ça a switché. Je voyais ce cheminement comme un combat à mener, un combat contre des démons, contre mes démons. D'ailleurs, souvent j'effectuais un exercice de visualisation où je me voyais comme une merveilleuse princesse avec une couronne, des cheveux très longs, une magnifique robe. Et au bout de mes bras qui étaient joints, j'avais une épée, une merveilleuse et magnifique épée incrustée de pierres précieuses. Et face à moi, j'avais un démon 10 fois plus grand que moi, qui était tout gris et qui avait des yeux rouges. Et je me voyais alors puissante, pleine de force et prête à le combattre avec mon épée magique. Puis un jour, j'ai tout d'un coup pris conscience que c'était une erreur, en tout cas pour moi, de visualiser ça ainsi. Et j'ai alors changé ma visualisation. Donc tout était pareil, j'étais habillée pareil, le démon ressemblait à la même chose, etc. Et j'avais toujours une épée, cette merveilleuse épée avec des pierres précieuses en main, mais je finissais par la lâcher et je la laissais tomber à mes pieds. Non pas en signe d'abandon, mais en signe d'acceptation de ce qui est. J'ai compris ce jour-là que ce démon, je n'avais pas à le combattre, parce que quelque part, combattre quelque chose, ça lui donne du poids et de la force pour le renforcer lui-même. Alors il ne faut pas faire l'erreur de confondre résignation avec acceptation. C'est pas la même chose, c'est assez subtil la différence entre les deux. Le premier terme, donc résignation, signe un arrêt de cheminée. Voilà, on abandonne la partie. Le deuxième terme signifie que l'on reconnaît ce qui est dans une démarche de pleine conscience où on va s'observer avec neutralité et bienveillance. Et dans ce cas, on va donner moins d'importance à ce fameux démon. J'ai dû trouver un équilibre entre accepter ce qui est et continuer à cheminer pour grandir et améliorer mes conditions de vie. La quatrième étape, qui est une étape selon moi cruciale pour toute personne souffrant du trouble du comportement alimentaire, surtout si on est concerné par cette maladie depuis plusieurs années, ça a été de me redéfinir. Quand on vit avec quelque chose qui imbibe notre quotidien pendant 5 années et parfois plus, cette chose finit par imprégner notre vie d'une manière très pressante, pour ne pas dire oppressante, et que ce soit une maladie ou une autre chose, quelque part, elle finit quelque part par se fondre un petit peu en nous. On ne distingue plus vraiment les contours de notre identité sans elle. Qui suis-je sans elle? Est-ce que tel trait de caractère existerait si elle n'était plus là? Et cet autre trait? Et puis celui-ci aussi. J'ai pris conscience de ça vers 2012, je dirais 2013. Comme pour l'étape précédente, je ne suis plus sûre à 100% de la période exacte, mais ça faisait environ 6 ou 8 ans que je vivais du coup quotidiennement avec la maladie. Elle était toujours là en arrière-plan de mon réveil
à mon coucher. Elle dictait ma vie, mes journées, le rythme de mes journées. Et je pense que s'en sortir, c'est comprendre que l'on devra passer par un travail sur son identité pour se définir, se redéfinir sans elle. Ça m'a pris un temps considérable. J'ai été aidée par mon psychologue, mes amis, des lectures, mon temps d'introspection aussi, comme j'ai mentionné précédemment. Pendant plusieurs années, je ressentais le besoin d'être très seule pour vraiment me recentrer sur moi-même. Et bien évidemment, ce qui m'a aidée, c'est cette volonté aussi à m'en sortir à tout prix, cette force que j'ai évoquée dans ma première vidéo qui est arrivée l'été 2009. La cinquième chose qui m'a aidée, c'est me pencher sur la compréhension de certaines choses dans notre société liées à l'image de la femme. Donc la phase où j'ai travaillé avec un psychologue, ça c'est une phase qui a été déclenchée par l'anorexie. Cette phase-ci a été enclenchée par la relation amoureuse que j'ai eue de fin 2014 à fin 2017 et que j'ai évoqué dans ma première vidéo. Durant cette phase, je le rappelle, l'homme avec qui j'ai été me mettait énormément de pression, à la fois sur mon corps et à la fois sur la maternité qu'il a essayé de m'imposer. Je me suis donc beaucoup documentée et interrogée sur l'image et le rôle de la femme dans notre société ainsi que le rôle et l'image de la mère dans notre société. Je vous listerai en fin de l'article rattaché à cette vidéo toutes les ressources qui m'ont moi énormément aidé à comprendre de choses, à prendre conscience de certaines choses. Ça m'a permis de prendre du recul sur certaines choses que je savais ne pas m'appartenir ou que je ne voulais pas que ça m'impacte. Et ça m'a aidé également à décider ce que j'étais moi dans notre société par rapport à ces différentes thématiques, notamment la valeur de mon corps, qu'est-ce que mon corps signifiait, comment moi je l'aimais, comment les autres le percevaient, comment mon corps se positionnait par rapport aux normes de la société et vraiment à pouvoir différencier ces deux choses-là. Comment j'ai retrouvé mon poids de forme, comment j'ai su que c'était mon poids de forme. Par le biais de plusieurs lectures, j'ai compris que le poids de forme d'une personne était le poids auquel on se maintenait lorsqu'on s'écoutait, lorsqu'on mange à sa faim, au niveau de la satiété et de ses envies, et le tout sans se restreindre, comme j'ai pu le faire de 2010 à 2018 environ. Également lorsqu'on arrive à distinguer sa faim de ses envies ou de ses pulsions, je vais dire, liées à l'émotionnel, comme le stress, l'ennui, etc. Et le fait aussi qu'on n'ait pas d'addiction. Par exemple, l'addiction au sucre, c'est quelque chose qui est assez récurrent. L'addiction, je sais pas moi, au gras ou au fast-food ou à ce genre de choses. J'ai jamais eu d'addiction au sucre ou à d'autres choses, mais je le mentionne ici parce que ça peut peut-être vous être utile si vous-même vous êtes concerné. J'ai donc pris la décision d'essayer de lâcher prise sur la balance que je continuais à consulter régulièrement sans pourtant que ce soit tous les jours, et surtout par rapport aux règles de l'alimentation que je m'étais construite ou que j'avais apprise, que ce soit celles liées à la naturopathie, donc ça c'est une chose, mais également surtout les règles que je m'étais fixées et qui étaient plutôt de l'ordre de la quantité ou de la qualité. C'était un contrôle qui me permettait de conserver une certaine stabilité au niveau du poids que psychologiquement j'admettais. J'ai pris cette décision après avoir rompu avec cet homme fin 2017. Donc entre le moment où j'ai rompu avec lui et le moment où j'ai pris cette décision, il s'est peut-être passé quelques mois, je ne me souviens plus très bien. Je crois surtout que ça s'est fait de manière progressive, voilà, ça n'a pas été du jour au lendemain. Ce qui a été prioritaire au moment où je l'ai quitté, c'était d'essayer de me remettre un petit peu du trauma qui m'avait fait vivre. Donc c'est pas forcément mon lien avec l'alimentation. Mais vraiment, au moment où je l'ai quitté, il s'est enclenché quelque chose où je me suis dit bon, je veux me retrouver moi-même avec mon corps. Progressivement, j'ai repris du poids, ça a été vraiment très lent, ça a pris au total, je dirais, environ 1 an et demi. Et durant cette période, lorsque je me pesais quelques fois par semaine, je voyais ce chiffre, le chiffre de mon poids, monter. Lentement, mais il montait. Ça a été effrayant certains jours, je vais pas vous mentir, surtout lorsqu'on connaît mon passé, lorsqu'on sait ce que j'ai vécu. Mais quelque part ça a été aussi rassurant parce que ce chiffre montait vraiment extrêmement lentement. Plus d'une fois j'ai eu envie de replonger, de tout arrêter, car j'ignorais si cette prise de poids allait s'arrêter un jour. D'un point de vue purement physiologique, je n'avais pas et je n'ai pas de problème endocrinien, par exemple lié à la thyroïde qui a un très grand impact sur la prise ou la perte de poids quand on a un déséquilibre. Donc c'était de la logique pure de savoir que un jour ça allait se stabiliser en fait. Si je continuais à écouter mes envies, je respectais ma faim, ma satiété, etc., j'allais retrouver mon poids de forme un jour ou l'autre. Même si ça a été très difficile certains jours,
J'ai tenu bon. À chaque fois que j'ai voulu abandonner, le lendemain, je me disais, allez, on va pas se laisser faire, on va forcément le trouver cet équilibre. Il est là quelque part. Aujourd'hui, ça va bientôt faire 2 ans que mon poids est stable et même pendant les fêtes ou le confinement, il est resté stable. J'ai simplement continué d'écouter ma faim, donc forcément pendant le confinement, vu qu'on avait moins d'activité physique ou tout simplement que je bougeais moins, les besoins du corps diminuent et si on écoute sa faim, le poids il change pas en fait. Je précise que les 4 années de travail que j'ai fait avec 2 psys différents, le premier de 2006 à 2009 en Picardie et le deuxième durant l'année 2009 avec un psychologue que j'avais trouvé à Troyes, ainsi que la formation que j'ai fait en naturopathie, tout ça m'a vraiment énormément aidé à stabiliser ce processus personnel. Ça m'a donné des outils pour être plus à l'écoute de mon corps, mais également plus à l'écoute de mes émotions et voir parfois ce qui se trouve derrière certaines des émotions. Et je ne sais vraiment pas si j'aurais pu y parvenir sans ces 4 années de travail au préalable. Est-ce que tu aimes ton corps? Alors oui, aujourd'hui j'ai un poids qui semble être mon poids de forme, il est stable depuis bientôt 2 ans. J'écoute autant ma satiété que ma faim et que mes envies. Je n'ai plus aucune règle concernant les heures de repas, concernant la structure des repas et ça fait plusieurs années que je ne compte plus mes calories et concernant la balance, il m'arrive de me peser je dirais 1 fois par mois et je regarde même pas forcément le jour, je sais même plus d'ailleurs la dernière fois que je me suis pesée, mais je sais que mon poids est stable, il est quasiment le même à chaque fois que je me pèse depuis environ 2 ans. La seule règle que je suis, c'est moi-même, c'est mes envies et ma faim et cet équilibre est juste en moi. Mon poids de forme est un poids qui aurait été psychologiquement impossible pour moi à admettre, à accepter il y a quelques années. Le fait d'avoir retrouvé mes règles en août 2018 a été pour moi une récompense ultime. J'y ai vu et je vois encore le signe de mon corps me disant merci. De ce côté-là de ta vie, tu as tout réglé. J'ai appris à aimer mes courbes généreuses. Au début, c'était un amour timide, léger, mais il était là. Il y avait la légèreté d'un battement d'aile de papillon, mais on le sait tous, le pouvoir d'un battement d'aile de papillon peut déclencher une tempête de l'autre côté du globe. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Ce qui m'a le plus aidé à ce niveau-là, c'est les recherches et le travail que j'ai fait en termes de sociologie et de psychologie en lien avec notre société, donc articles, documentaires, podcasts, livres, etc. Et en parallèle de tout ça, il y a également la question de son corps dans la relation aux autres et notamment dans les relations amoureuses parce que c'est là où notre corps a une plus grande intimité avec autrui. Donc en parallèle de tout ce cheminement personnel, je m'étais dit le jour où je rencontrerai un homme, il va devoir faire avec mon corps. Dans le sens que pour moi c'était impossible qu'un homme me trouve belle avec le corps que j'avais, mais que c'était pas grave, qu'il pouvais tomber amoureux de la personne que j'étais, de ma valeur intérieure, je dirais. Et alors je sais que cette pensée, elle peut paraître triste et d'ailleurs complètement surréaliste, mais j'en étais convaincue et pour moi, ce n'était pas une pensée triste. Je me disais c'est pas grave en fait, il n'y a pas que le physique qui compte et puis je suis une belle personne, en tout cas je pense l'être et du coup ça peut fonctionner en fait. C'était pour moi une pensée neutre que je trouvais logique jusqu'à ce que je rencontre des hommes qui me disent, qui me trouvent sublime. Mon corps et mes formes inclus, et je dirais même surtout concernant mes formes. Je me souviens très bien de la première fois qu'un homme m'a dit ça, c'était à la fin de l'été 2018, je suis restée avec cette personne pendant 1 mois et demi, et lorsqu'il m'a complimenté sur mon corps, j'ai vraiment cru que c'était une blague, donc j'ai rigolé, je ne l'ai pas du tout mal pris, donc je pense déjà que ça reflète une certaine forme d'assurance, mais pour moi c'était vraiment une blague en fait. Donc j'ai ri, et lorsque j'ai vu qu'il ne rigolait pas, en fait, j'ai compris à l'expression de son visage qu'il était sérieux. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de voir ça, de comprendre ça. Et mon compagnon actuel, même comme je suis, que ce soit mon enveloppe corporelle ou mon intérieur avec mes petits brins de folie, mon hypersensibilité, il trouve que j'ai un corps sublime et il me le dit très souvent et je sais que c'est on ne peut plus sincère. Alors bien évidemment, il y a sans doute des hommes et des femmes homosexuels ou hétérosexuels, enfin peu importe, la sexualité n'a pas forcément en lien avec ce qu'on peut percevoir du corps d'une personne. Il y a des hommes ou des femmes donc peuvent me trouver trop grosse et c'est très certainement le cas. Je le conçois vu que les normes de notre société est éloignée de ma silhouette et ça me pose vraiment pas de problème. En revanche, dès lors que dans une relation, que ce soit au sein de la famille, au sein d'une relation amoureuse ou amicale, d'autres font subir une pression quelconque, ce n'est
pas normal. Que ce soit sur notre poids, sur la tonicité de notre corps, la manière dont on s'habille, la manière dont on se coiffe, notre maquillage ou que sais-je encore, il ne faut jamais laisser les autres dicter notre corps ou le juger de quelque manière que ce soit. Est-ce que tu t'es fait tes tatouages parce que tu te sentais mal dans ton corps? Alors non, il faut arrêter de croire que toutes les personnes se faisant tatouer ont un problème psychologique. J'avais 16 ans lorsque j'ai eu envie de faire mon premier tatouage, donc j'étais mineure à l'époque et j'ai demandé l'autorisation à ma mère qui a refusé. Donc mon envie de me faire tatouer remonte à mes 16 ans, soit 6 ans avant de sombrer dans l'anorexie. En revanche, oui, je trouve que mes tatouages sont beaux et d'une certaine manière, je trouve qu'ils embellissent mon corps. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui pensent le contraire, qui pensent que les tatouages gâchent quelque part la beauté d'un corps et j'ai vraiment pas de problème avec ça, mais je souhaite que ces personnes comprennent que c'est leur opinion et que c'est mon corps. Est-ce que tu as des reliquats, des troubles du comportement alimentaire? Donc non, c'est un équilibre que je ne pensais jamais pouvoir arriver à trouver. Comme je l'ai dit précédemment, j'avais vraiment fini par accepter que je n'aurais probablement jamais un rapport normal à la nourriture, ce fameux 80% des personnes ayant vécu des TCA qu'un médecin spécialisé dans les TCA m'avait énoncé. Ça s'est fait comme ça, sans que j'ai le but d'y parvenir. Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent et ce que je continue à faire dans d'autres thématiques de ma vie, c'était dans le seul but d'aller mieux, de prendre soin de moi, de me connaître davantage et de devenir une meilleure version de moi-même. Est-ce que tes goûts très compliqués en termes de produits animaux sont en lien avec tes TCA passés? Alors si vous me suivez depuis 3 ans ou alors si vous avez vu la vidéo que j'ai publiée début 2017 en lien avec l'arrêt de mon végétarisme, vous vous souvenez peut-être que j'ai un rapport qui est assez compliqué avec les produits animaux. Pour rappel, je ne mange que du blanc de poulet, du bœuf et du porc haché seulement, du saumon et du thon. Tout le reste, depuis que j'ai environ 8-9 ans, je ne mange pas tout le reste, donc huîtres, foie gras, veau, agneau, lapin, charcuterie, poisson maigre, etc., etc. Donc ce n'est pas du tout en lien avec mes TCA, je dirais que c'est plutôt en lien avec le fait que très jeune, j'avais conscience du lien entre l'animal et ce que je pouvais manger. Donc la majorité c'est dû à un refus de manger ces animaux-là, par exemple les huîtres c'est vivant, le foie gras est obtenu par la maltraitance d'animaux, les veaux et les agneaux ce sont des bébés, etc. Et il y en a quelques-uns, c'est plus lié à la texture. Alors je sais que pour la majorité des gens, le goût est très important, mais pour moi la texture est tout aussi importante que le goût. Et lorsqu'il y a des viandes qui ont trop de mâche, enfin vraiment ça me dégoûte, je peux pas manger. Alors on pourrait se dire, moi-même je me fais la réflexion régulièrement, ben ça n'a pas vraiment sens parce que le blanc de poulet, le saumon, le thon, le bœuf et le porc haché, c'est aussi des animaux et puis ces animaux aussi sont mignons. Donc oui, cette remarque a une raison d'être. Je n'ai pas du tout dit que mon raisonnement était logique, je le partage simplement tel qu'il est avec vous en toute honnêteté. Est-ce que ton choix de devenir végétarienne, donc je suis devenue végétarienne en octobre 2010 jusqu'à fin 2015, a été influencé par tes TCA? Je sais que c'est un raccourci qu'on peut faire et moi c'est un raccourci que je vois moi-même dans les personnes que je suis en naturopathie. Certaines personnes, passer au végétarisme ou devenir végétalien peut aider à se sortir des TCA. Donc ça c'est un schéma que je vois, que je sais existe, mais je suis vraiment sincère quand je dis que je ne pense pas que dans mon cas ça a été le cas. Me concernant, l'alimentation saine a joué ce rôle un petit peu de pansement, je dirais, ou de transition. Le végétarisme, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo il y a 3 ans et demi, je suis devenue végétarienne pour 2 raisons. Et maintenant on en vient aux questions liées à mon ancienne aménorrhée. À quoi as-tu recours pour essayer que tes règles reviennent? Donc si vous me connaissiez avant de regarder cette vidéo, vous savez que je suis du genre rigoureuse et pointue. Dans mes recherches et mon travail, ce sont des traits de caractère qui se retrouvent dans ma vie privée. Quand je cherche une info ou que je souhaite atteindre un but, je peux remuer ciel et terre pour atteindre ce but. Alors bien évidemment, j'essaye toujours de ne pas forcer quelque chose qui n'a pas lieu d'être forcé, mais voilà, je suis assez têtue quand même. Donc en 13 ans d'aménorrhée, j'ai eu le temps d'essayer un certain nombre de choses. Donc j'ai mentionné la liste dans ma première vidéo, je vais la rementionner là, et je me suis rendu compte en commençant à monter ma première vidéo que j'avais omis les homéopathes. J'ai vu 2 psychologues, un praticien en EMDR, 4 ostéopathes, 3 acupuncteurs, 2 praticiens de shiatsu, une micronutritionniste, 4 naturopathes avant de l'être moi-même, une
une aromathérapeute, 2 magnétiseurs, 2 thérapeutes transgénérationnels, 5 gynécologues, 3 médecins, des prises de sang complètes tous les ans, 5 à 6 radios pelviennes et donc 3 homéopathes. Est-ce que l'absence de tes règles te déprimait, te faisait peur? Alors ça m'a intriguée mais ça ne m'a jamais déprimée ou fait peur ou rendu triste. Sans doute car les médecins étaient rassurants comme je l'ai mentionné. Tous les examens et tests biologiques étaient normaux et tous les médecins avaient un discours vraiment très rassurant et puis bien évidemment le fait que je n'ai jamais ressenti le besoin ou que je ne me suis jamais sentie prête à avoir des enfants, a forcément dû jouer. Il y a eu aussi une période où j'avais l'impression que ça amoindrissait ma valeur en tant que femme. Je me sentais pas vraiment femme ou pas vraiment légitime à être femme, mais ça n'a pas duré très longtemps. J'ai rapidement compris que le fait de ne pas avoir mes règles, ça ne faisait pas de moi une femme moindre. Est-ce que tu as perdu espoir? Est-ce que tu y pensais souvent? Alors 13 ans sans règles, c'est assez long. Grosso modo, j'ai eu plusieurs phases. La première phase, ça a été les premières années, je n'y pensais pas du tout parce que pour moi la priorité c'était vraiment de retrouver un meilleur équilibre de vie. Il me semblait prioritaire de me sortir de l'anorexie, la dépression, de retrouver une vie un peu plus stable, je dirais. Et dans un deuxième temps, donc environ à partir de 2010, lorsque mon état s'est amélioré, a été plus stable, là j'ai commencé à y penser. Et ça alternait entre deux phases, des phases où j'y pensais beaucoup, donc ça a été des phases où justement j'ai demandé beaucoup d'aide extérieure parmi la liste des thérapeutes et des médecins que j'ai été voir. Ça a été également des périodes où j'ai essayé de comprendre, je me documentais énormément sur le sujet du système endocrinien à travers la biologie, donc j'ai acheté des livres de médecine pure, des livres de naturopathie, des livres d'Ayurveda, des livres de médecine traditionnelle chinoise, toutes orientées sur le système endocrinien. Alors malgré ça, je m'estime vraiment pas être spécialisée dans le sujet, mais j'ai quand même acquis pas mal de connaissances sur le sujet. Puis il y a des moments où je n'y pensais plus beaucoup. Je m'en fichais, je me disais je suis comme ça, personne ne sait vraiment pourquoi. Et puis c'est pas grave en fait, la vie a des mystères qui nous dépassent et c'est juste comme ça. Qu'est-ce que les règles représentaient pour toi? Alors je me suis posé cette question en travaillant sur la vidéo parce que je pense que c'est une question qui est intéressante d'un point de vue sociétal et psychologique. Alors ma réponse pourra peut-être vous paraître étrange, mais pour moi, retrouver mes règles n'a jamais rimé avec le fait de pouvoir devenir mère. Ce qui aurait pu être logique, parce que c'est un des rôles principaux de la raison d'être des règles. Mais pour moi, retrouver mes règles a toujours symbolisé la preuve ultime que j'avais réussi à me sortir de l'anorexie, d'un problème émotionnel profond, qu'il soit lié à l'anorexie ou non. Comment mes règles sont-elles revenues? Alors bien évidemment, je n'ai aucune certitude et aucun moyen de dire cette chose a fonctionné avec moi et c'est sûr à 100%. Je peux juste faire des suppositions que je vais partager ici. La première, ça a été de retrouver mon poids de forme. Ça, c'est une logique biologique qu'on ne peut pas effacer ou qu'on ne peut pas muer. Sur ces 13 années d'aménorrhée, la majorité d'entre elles, j'ai eu un IMC qui était médicalement normal. J'ai oscillé entre 18,5 et 20 environ. En juin 2016, lors d'un voyage à Bali, j'ai été consulter une médecin ayurvédique. Je faisais alors 54 kilos. Et à la fin du rendez-vous, parmi d'autres choses qu'elle m'a suggéré et conseillé, elle m'a dit que mon poids actuel ne correspondait pas à ma constitution de naissance et qu'il serait préférable que je prenne environ 3 kilos. Ça m'avait énormément marqué à l'époque, car des femmes qui ont un IMC que j'avais à l'époque, et même des femmes qui ont un IMC moindre, ces femmes existent par centaines, par milliers, par dizaines de milliers. Donc je ne savais pas trop quoi faire de cette information, mais ça m'est resté en tête. La deuxième chose, ça a été de retrouver un rapport avec la nourriture un peu plus fluide, un peu plus intuitif, et ce point-là va de pair avec le premier. La troisième chose, bien évidemment, ça a été de m'extraire d'une relation où j'étais pressurisée pour avoir des enfants et où je ne me sentais pas respectée ni aimée pour la femme que j'étais. Ça vraiment, j'en suis convaincue, ça a forcément dû jouer. Quatrième et dernier élément, en avril 2018, alors que je racontais le dernier jour de vie de ma mère à une amie, j'ai pris conscience de quelque chose que j'avais occulté jusqu'alors pendant près de 8 ans. Je ne peux malheureusement pas en dire plus ici pour respecter cette partie privée de ma vie et surtout pour respecter ma famille. Et je tiens à signaler ici que j'ai conscientisé un trauma que j'avais enfoui jusqu'alors et que j'ai vécu le jour où ma mère est décédée. Je ne l'avais vraiment
jamais vu ou compris ce trauma, car il avait été occulté par le décès de ma mère, qui avait déjà été en tant que tel pour moi un trauma. Aujourd'hui donc, sans pouvoir l'affirmer avec certitude, je pense que c'est tout cela combiné qui a fait que mes règles ont pu revenir. Dans la barre d'infos, vous retrouverez le lien de l'article sur mon blog qui est rattaché à cette vidéo. À la fin de cet article, je vous ai glissé une liste de ressources qui peut-être pourront vous être utiles à vous ou aux personnes de votre entourage concernées par ces différents sujets. Ce sont les ressources qui m'ont été utiles à moi après avoir fait un travail avec mon psychologue. Ce sont des ressources qui m'ont énormément aidée et qui ont vraiment impacté mon processus de guérison. La vidéo touche à sa fin. Les troubles hormonaux, les troubles alimentaires, qu'ils soient pathologiques ou non, ainsi que les troubles de l'humeur comme la dépression, sont des sujets si délicats et si personnels. Ils sont tabous mais ils ne devraient pas l'être. Personne ne devrait avoir honte si on est concerné par un ou plusieurs d'entre eux. Le chemin pour aller mieux est parfois long et fastidieux. Comme beaucoup de choses dans la vie, il ne faut jamais espérer atteindre un but, mais plutôt se concentrer sur le cheminement et ce qu'on y apprend durant celui-ci. Si jamais vous voulez échanger avec moi, me poser des questions peut-être, n'hésitez pas à le faire dans l'article qui est rattaché à cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, merci infiniment, prenez bien soin de vous.